partisans. Mais il s'agit des députés et nous sommes au Sénat. Or, le Sénat occupe une position complètement différente. C'est ce dont convenait l'adversaire le plus persuasif, le plus éloquent du cumul des mandats, je veux dire mon ami Carcassonne, qui réservait au Sénat une position, une situation différente. Représenter une nation, disait-il, c'est représenter une population, mais aussi représenter un territoire. Or, une assemblée unique procède malaisément à cette double représentation, et c'est la raison pour laquelle, c'est un des arguments, ce n'est pas le seul, mais c'est un des arguments en faveur du bicamérisme. Une assemblée, principalement la population, une assemblée, principalement le territoire. Certes, on ne peut pas séparer entièrement ces deux représentations, on ne peut pas les dissocier totalement, mais l'important, c'est, dirais-je, la mission constitutionnelle qui est assignée à chacune des deux chambres. Pour ce qui est des députés, la priorité est évidemment attribuée à la population, avec un correctif démographique, un correctif géographique, un correctif territorial, qui peut évidemment varier selon les modes de scrutin, suivant si c'est un scrutin uninominal ou un scrutin de liste. En revanche, pour les sénateurs, l'article 24, que nous connaissons tous, fixe au Sénat la mission de représenter les collectivités territoriales de la République. C'est donc la priorité qui est donnée à cette représentation des collectivités territoriales, avec évidemment un correctif. Ce sont les critères démographiques que rappelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il en résulte je dirais, un lien organique entre le Sénat et les collectivités territoriales dont il est l'émanation. Bref, élu par les citoyens, le député se définit d'abord comme un citoyen. Le sénateur, élu par les élus territoriaux, s'il n'est pas nécessairement l'un d'entre eux, est logiquement amené à être l'un d'entre eux, car cela traduit cette relation, ce lien organique qui est assigné par l'article 24 de la Constitution. Et cela est si vrai que Guy Carcassonne, précisément pour le citer, dans ses propositions de réforme du Sénat, celle qui avait ses préférences, était d'attribuer la moitié des sièges du Sénat aux maires des grandes villes, aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux, le reste étant élu comme d'habitude. C'est dire que, dans son esprit, l'hostilité au cumul des mandats, au cumul des fonctions précisément, concernait essentiellement l'Assemblée nationale et épargnait le Sénat. Si, lorsque l'on invoque une autorité comme la sienne, il est honnête d'aller jusqu'au bout et de ne pas la tronquer. Cela dit, je terminerai, Monsieur le Président, par une note stratégique.
dans l'économie du bicamérisme et dans le dialogue des deux assemblées, il n'est pas douteux que l'interdiction du cumul des fonctions qui s'impose aux députés, il n'est pas douteux que cela apporterait au Sénat un surcroît de dynamisme et d'autorité, ne serait-ce qu'en y attirant les élus locaux qui aspirent à une carrière politique nationale, et ajouterais-je les députés qui entendent la poursuivre, sans renoncer pour autant à leurs fonctions locales. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le professeur Pierre Avril. Je donne immédiatement la parole à Madame la professeure Julie Benetti. Madame le professeur, ou la professeure, je ne sais pas ce que l'on dit. Le professeur. Madame le professeur, très bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'est un plaisir et un honneur d'être entendu par votre commission, même s'il ne m'est pas facile de m'exprimer après le professeur Pierre Avril, dont les travaux ont profondément marqué mon travail de thèse, et chose inédite, pour une fois, je vais me démarquer de ses positions sur le cumul. Cumul des mandats, c'est un sujet dont nous avons longuement débattu au sein de la commission présidée par M. Lionel Jospin. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Et je voudrais, si vous me le permettez, rappeler à titre liminaire quel a été l'esprit de nos propositions sur ce sujet. Le fil rouge qui a guidé notre réflexion, c'est la volonté de renforcer le lien unissant les citoyens à leurs représentants. De cette exigence ont découlé toutes les propositions de notre rapport, et en particulier celle de limiter strictement le cumul des mandats des parlementaires. Et sur cet objectif, je dois dire qu'il n'y a pas eu de dissension au sein de la commission Jospin, dont certains membres souhaitaient même le passage immédiat au mandat parlementaire unique. La commission a finalement jugé opportun de ne pas recommander d'emblée l'interdiction pour un parlementaire d'exercer tout mandat local. Pour autant, nos préconisations s'inscrivent clairement dans cette perspective d'une évolution rapide vers le mandat parlementaire unique. Car en dépit des réformes de 1985 et 2000, la pratique du cumul reste très répandue en France, et il nous a donc semblé que le temps n'était plus aux réformettes, mais au passage à l'acte. Il faut des mesures fortes pour rompre sans ambiguïté avec l'état du droit et des pratiques. D'où notre proposition de rendre incompatible le mandat parlementaire avec tout mandat électif, autre qu'un mandat de simple conseiller local, et que cette nouvelle incompatibilité inclut dans son champ les fonctions locales dites dérivées, c'est-à-dire toutes les fonctions, même non exécutives, qui peuvent être exercées ès-qualité par des élus locaux au sein d'établissements locaux dont les pouvoirs et les moyens sont souvent sensiblement supérieurs à ceux des collectivités territoriales elles-mêmes. Le projet de loi organique initial était en retrait par rapport à nos préconisations, puisque pour l'essentiel n'étaient visées que les fonctions exécutives des collectivités territoriales, ainsi que celles des établissements publics de coopération intercommunale, mais uniquement à fiscalité propre. Mais à l'initiative du rapporteur, Jean-Louis Borgel, la discussion a été mise à profit à l'Assemblée nationale pour élargir le périmètre de cette incompatibilité et y inclure les fonctions exécutives des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes, ainsi que les fonctions de président, de vice-président et de membres de conseils d'administration des établissements publics locaux, des sociétés d'économie mixte locales, des sociétés publiques locales ou des organismes d'HLM. D'ailleurs, il faudrait sans doute modifier l'intitulé même de la loi dès lors que ne sont pas seulement visées ici des fonctions exécutives. Mais j'en viens au point sans doute le plus délicat. Le projet de loi organique s'accorde avec le rapport de la commission Jospin pour écarter l'idée d'un traitement différencié entre députés et sénateurs.
D'abord, et il faut ici être très clair, l'article 24 de la Constitution que vous rappeliez, monsieur le professeur Avril, selon lequel le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République, cet article 24 n'implique en aucune façon que les sénateurs soient des élus locaux, mais seulement qu'ils soient élus par un collège composé essentiellement d'élus locaux. Au demeurant, les sénateurs pourraient conserver un mandat local même après l'adoption du projet de loi organique et continuer de siéger dans les conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il ne me semble pas qu'il faille nécessairement détenir un mandat exécutif local pour être un élu local. Ensuite, et j'insiste sur ce point, la Constitution ne fait aucune différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat s'agissant des missions du Parlement. Il ne s'agit pas de nier la spécificité du Sénat. Mais mesdames, messieurs les sénateurs, à trop vouloir creuser cette spécificité sénatoriale, vous pourriez aussi ouvrir la voie à une transformation du Sénat en une chambre des territoires et qui, comme telle, verrait ses prérogatives diminuer par rapport à celles de l'Assemblée nationale. Car derrière la question du cumul des mandats, se profile, se joue aussi le devenir du Sénat. Si la spécificité sénatoriale justifiait aujourd'hui de traiter différemment députés et sénateurs quant au cumul des mandats, elle pourrait demain tout aussi bien justifier de traiter différemment l'Assemblée nationale et le Sénat quant à leurs prérogatives. Autrement dit, si je plaide à titre personnel pour que les sénateurs soient traités comme les députés, c'est que je considère les uns et les autres comme des parlementaires à part entière. Je comprends bien les inquiétudes de certains élus face à ces préconisations, face aux recommandations de la commission Jospin qui ont inspiré le projet de loi organique dont vous allez débattre. Mais jamais nos propositions n'ont été dirigées contre les parlementaires que nous aurions voulu couper des réalités locales de leur territoire au nom de je ne sais quel dogme ou lubie d'universitaire. Notre souci, c'est la rénovation du Parlement. Et notre conviction au sein de la Commission a été que le cumul est un frein, un obstacle puissant à la revalorisation de la fonction parlementaire, comme du reste au plein exercice des fonctions exécutives locales. Les parlementaires doivent se consacrer entièrement à leur fonction de parlementaire. C'est à ce prix, celui de la disponibilité des parlementaires. Et là aussi, je souhaiterais rappeler les nombreux écrits de Guy Carcassonne sur ce sujet. C'est au prix de la disponibilité des parlementaires pour se saisir des prérogatives qui sont les leurs et qui sont nombreuses, spécialement depuis la révision de 2008, que la rénovation du Parlement cessera d'être un vœu pieux et pourra devenir effective. Car c'est au gouvernement et aux responsables des groupes que profite in fine le cumul des mandats, pas au Parlement. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame le professeur Julie Benetti, pour votre exposé. Je vois que dans deux exposés aboutissant à des conclusions différentes, notre ami, parce que pour beaucoup d'entre nous c'est un ami, Guy Carcassonne, s'est illustré. Nous en sommes heureux, même si nous avons été tristes de le perdre. Alors, monsieur le professeur Dominique Rousseau. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. À mon tour de vous remercier de votre invitation. C'est évidemment toujours un honneur d'être reçu par la représentation nationale, même si, et on en a déjà eu peut-être un aperçu, même si les débats concernant le cumul des mandats est un débat récurrent, connu, où tous les arguments sont sur la table depuis longtemps. En faveur du cumul, c'est la proximité avec les citoyens, l'ancrage territorial, donner de l'autonomie aux parlementaires à l'égard des partis politiques.
Contre le cumul, c'est l'idée que le Parlement a, depuis 2008, retrouvé des pouvoirs importants et qu'il convient par conséquent que les parlementaires soient uniquement consacrés à leurs tâches de législateurs, de contrôleurs du gouvernement, d'évaluation des politiques publiques. Contre le cumul aussi, l'idée de nécessité de rénover la vie politique, de l'ouvrir à d'autres catégories. Donc le débat est connu, et finalement maintenant, il s'agirait de le trancher politiquement. Et là, un universitaire n'a rien à dire. C'est à vous de dire. Nous ne sommes pas, en tous les cas pour ce qui me concerne, nous ne sommes pas élus, et vous avez une connaissance du terrain, de la vie de parlementaire, que nous n'avons pas. Et nous pouvons seulement donner des indications, des observations que l'on tient, soit des discussions qu'on a pu avoir avec des parlementaires, soit des expériences de droit comparé. Mais l'essentiel maintenant est entre vos mains. Vous connaissez les arguments. Je voudrais simplement insister sur trois points. 2 points de politique constitutionnelle et pas de droit constitutionnel, et puis un point peut-être de contentieux constitutionnel. Sur les points de politique constitutionnelle, je pense qu'il y a un premier point important qui est celui de la conception que l'on peut se faire du mandat politique, en général. Vous savez qu'en sciences politiques, certains aiment bien les comparaisons, notamment avec l'économie et le marché. Alors, on peut cumuler les mandats, ville, canton, département, nation, région. On peut, un peu au Monopoly, acheter tous les secteurs en rouge ou tous les secteurs en orange, et puis on accumule du capital, et après, éventuellement, on peut le céder des parts de marché. On cède une ville contre une région, contre un département. Pour ma part, je suis plutôt favorable à la distribution du capital politique qu'à l'accumulation monopolistique du capital politique, d'ailleurs comme du capital économique. Je ne suis pas favorable au régime capitaliste en matière économique et pas davantage en matière politique. Je pense que la distribution du capital politique me paraît être plus favorable à une respiration du jeu politique, même si c'est introduit de la concurrence, mais c'est un élément important d'énergie démocratique pour un pays. Deuxième point de politique constitutionnelle, après cette idée de distribution ou d'accumulation du capital, une discussion sur le fait de ne pas concevoir la question du cumul des mandats de manière isolée. Je ne crois pas du tout, il y a une expression célèbre du président Chirac que je ne reprendrai pas ici, évidemment, mais je pense que lorsqu'on touche un article de la Constitution, on touche tous les autres. Et qu'il n'y a pas de réforme. Le quinquennat sec, ça ne veut rien dire. Toucher la durée du mandat présidentiel, vous touchez la fonction du Premier ministre, vous touchez la fonction des parlementaires, vous touchez la manière dont on élit les députés 3 semaines après. Donc il faut concevoir, me semble-t-il, la question du cumul, non pas en tant que telle, mais en la reliant avec d'autres éléments qui font système. Par exemple, on ne peut pas, me semble-t-il, réfléchir à la réforme du cumul des mandats sans entamer une discussion sur le statut du parlementaire. Si on interdit à un parlementaire de cumuler son mandat de parlementaire avec des fonctions exécutives, il faut à ce moment-là prévoir d'augmenter l'indemnité parlementaire. Il faut à ce moment-là prévoir de donner aux parlementaires les moyens matériels, humains, financiers, afin d'exercer convenablement son mandat. Si
si on interdit le cumul des mandats, il faut évidemment revaloriser, mais de manière réelle, effective, les pouvoirs du Parlement. Si on demande aux parlementaires de légiférer, de contrôler le gouvernement, si on lui demande d'être à Paris, il faut qu'à Paris, il ait des choses à faire. Et par conséquent, on ne peut pas concevoir la question du cumul des mandats sans le relier au pouvoir du Parlement. Et j'en viens évidemment à la relation de l'interdiction éventuelle du cumul des mandats par rapport à chaque assemblée. Et là, je vais reprendre le débat avec Julie, avec le professeur Julie Benetti, débat qu'on a eu au sein de la commission Jospin, qui me fait être partisan, je l'ai écrit dans l'opinion séparée publiée à la fin du rapport Jospin, je suis partisan d'une interdiction totale pour les députés et je suis partisan d'une obligation de cumul pour les sénateurs. Je pense que l'article 24 et l'article 25 sont les bases possibles. Je reconnais que l'argumentation de Julie et de Pierre sont tout à fait recevables et convenables. Je considère que le Sénat n'a de légitimité, excusez-moi, je vais être clair, le Sénat n'a de légitimité dans une république que s'il n'est pas le doublon de l'Assemblée nationale. Et la question de la légitimité du Sénat, qui est récurrente, vient du fait que, est-ce qu'il représente les citoyens? À ce moment-là, concurrence avec l'Assemblée nationale. Alors on dit oui, mais on peut être sénateur à 40 ans, puis après à 35, puis après, etc. Bon, on modifie le mode d'élection. Est-ce que le Sénat représente les territoires? Oui, mais alors l'Assemblée nationale? Je pense que l'assise du Sénat dans nos institutions ne sera pas sécurisée ou garantie tant qu'on ne reconnaîtra pas au Sénat sa qualité d'assemblée représentant les collectivités territoriales. Et cette représentation se fait non seulement par le collège électoral, mais également par les membres composant cette assemblée. Pour être sénateur, c'est-à-dire pour représenter les collectivités territoriales, article 25, il faut soi-même être un représentant des collectivités territoriales, maire, président de conseil général, président de conseil régional. Alors, je dis que c'est un élément de politique constitutionnelle dans la mesure où ma réflexion s'ancre non seulement dans la réalité actuelle, mais dans une dynamique. Étant favorable sur le plan constitutionnel à une décentralisation poussée, pour rester dans un langage sophistiqué, je pense qu'il ne pourra y avoir de véritable régionalisation que lorsqu'il y aura une classe politique régionale, autonome, différente de la classe politique nationale. Deuxièmement, je pense que la logique institutionnelle est de développer les pouvoirs des régions, des communautés, des grandes villes, peu importe, et que, par conséquent, il sera nécessaire que le poids politique des collectivités décentralisées, communes, régions, agglos, peu importe, puisse avoir une expression institutionnelle. L'Assemblée nationale représente les citoyens, le Sénat représente les collectivités territoriales et ensemble ils représentent la nation. Ensemble ils représentent la nation. Mais le Sénat n'est pas un doublon plus ou moins correct de l'Assemblée nationale. Et c'est en ce sens que j'ai soutenu l'idée de permettre aux sénateurs de cumuler leur mandat parlementaire avec un mandat
d'exécutif local. J'allais même, dans nos discussions, jusqu'à en faire une obligation, mais la permission de cumuler me conviendrait très bien. Dernier point, si vous permettez, peut-être alors cette fois de contentieux constitutionnel, puisque c'est un point qui a fait débat, celui sur la date d'entrée en vigueur de la réforme. Alors là aussi, on a tout entendu au fil de l'eau, en fonction des élections, 2017, 2014. La question de la date d'entrée en vigueur de la réforme renvoie par ricochet à la question des suppléants, puisque pour éviter les élections législatives partielles, il conviendrait de modifier la loi organique qui étendrait les hypothèses de remplacement du parlementaire par son suppléant. Et la question qui se pose est de savoir si le Conseil constitutionnel accepterait que soit modifié en cours de mandat le statut, le régime juridique des parlementaires et des suppléants. Alors évidemment, toujours très difficile de prévoir ce que va dire le Conseil constitutionnel. Il y a quand même quelques décisions, et notamment une décision du 6 juin 2013, donc toute récente, qui montre que le Conseil constitutionnel admet, il s'agissait de proroger la durée d'un mandat et d'abroger la durée d'un mandat. Le Conseil constitutionnel admet qu'on puisse modifier en cours de mandat le régime juridique du parlementaire pour un motif d'intérêt général, et le Conseil constitutionnel accepte que la nécessité de faire rapidement entrer en vigueur une réforme soit constitutif d'un intérêt général. Je reconnais, et j'ai eu l'occasion de le dire, je reconnais que la sécurité juridique absolue, c'est de mettre le début de la réforme en 2017. Là, il n'y a évidemment aucun risque. Mettre la réforme en 2014, c'est-à-dire avant les élections municipales, comporte un risque de censure par le Conseil constitutionnel, à mon sens un risque minime, dans la mesure où, premièrement, le Conseil constitutionnel, dans toutes ces affaires-là, répète régulièrement qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général de décision et d'appréciation identique à celui du Parlement, et que le Conseil est très réservé à rentrer dans les affaires internes de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et qu'encore une fois, il a accepté que, pour des raisons d'entrée en vigueur rapide d'une réforme, cette réforme puisse rentrer en application en cours de mandat. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, ces quelques observations que je vous ai livrées à votre réflexion. Merci, Monsieur le professeur Dominique Rousseau. Et je vais maintenant donner la parole au dernier orateur, non pas inscrit, mais qui nous fait l'honneur d'être avec nous, Monsieur le professeur Olivier Beau. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais essayer d'être synthétique pour illustrer une thèse qu'a déjà défendue Pierre Avril, c'est-à-dire une thèse relativement hostile au projet actuel de réforme. La raison pour laquelle je me suis engagé dans cette, disons pas ce combat, mais en tout cas dans cette contestation de la réforme, tient à deux éléments. Le premier élément, c'est la lecture du rapport Jospin, qui, sur ce point précis, m'a assez irrité, en raison du dogmatisme assez net des propos défendus par la Commission, c'est-à-dire dogmatisme consistant à dire que le mal absolu, c'était le cumul des mandats et que le remède viendrait de sa suppression ou de sa limitation. Et à l'occasion donc de l'écriture d'un commentaire de ce rapport, j'ai un peu commencé à réfléchir à cette question, alors même qu'au début, j'étais plutôt favorable à la suppression du cumul des mandats. J'étais assez proche des thèses de Guy Carcassonne, en tout cas concernant l'Assemblée nationale. Puis la deuxième raison, c'est l'article que m'avait envoyé Patrick Veil concernant justement ce cumul des mandats, et la raison pour laquelle j'ai signé avec Pierre Avril et Laurent Bouvet cette lettre ouverte au président de la République. La raison principale, fondamentale, pour laquelle je suis relativement hostile au projet tel qu'il est en tout cas conçu, c'est qu'il va aggraver la présidentialisation. C'est-à-dire que c'est un argument très réaliste
le rapporteur, M. Borgel, a dit que c'était un argument rustique, mais je ne partage pas son opinion, évidemment. C'est un argument réaliste. Ça consiste à dire qu'aujourd'hui, on a une présidentialisation de plus en plus nette, de plus en plus affirmée, une concentration de plus en plus, à mon avis, dangereuse des pouvoirs au profit du président, quelle que soit, évidemment, l'appartenance politique du président, et qu'il y a en France très peu de contre-pouvoir. Et il me semble qu'un contre-pouvoir qui existait, qui mérite d'exister encore, c'est effectivement l'existence au sein du Parlement de grands barons, de grands féodaux. Alors évidemment, c'est pas du tout glorieux comme argument, c'est un argument très réaliste qui consiste à dire que pour essayer de lutter contre l'omnipotence du président, il lui faut des adversaires, et adversaires potentiels, c'est-à-dire éventuellement même appartenant à sa propre majorité, pour éviter au président d'errer, de faire des erreurs, parce que, comme tout homme, le président est faillible. Et donc, il m'a semblé que le projet était dangereux en raison, fondamentalement, de cette affaire qui, évidemment, n'est pas liée directement à la question du statut des parlementaires, mais qui concerne l'équilibre global des institutions. Et c'est, je crois, le constat qu'on a fait ensemble, notamment avec Pierre Avril. Ça, c'est la raison, si vous voulez, pour moi, en tout cas, la plus importante, et qui n'apparaît pas beaucoup, d'ailleurs, dans les débats parlementaires. Ça, c'est la première chose que je voulais expliquer. La deuxième chose que je voulais expliquer, c'est l'impression que m'ont donné les débats parlementaires, les débats à l'Assemblée nationale, qui sont assez riches d'ailleurs, parce que les universitaires en général lisent assez peu les débats parlementaires parce qu'on n'a pas le temps. Il se trouve que là, j'ai pris le temps de les lire et je tenais à saluer la qualité des interventions, que ce soit en commission ou lors des débats. Qu'est-ce que m'ont appris en tout cas ces débats? Ils m'ont appris plusieurs choses. La première chose, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Benetti, c'est-à-dire une extension, une sorte de logique infernale d'extension des incompatibilités. D'ailleurs, l'opposition s'est amusée à rajouter des amendements pour confirmer cette logique de l'absurde. Donc on voit les incompatibilités s'étendre considérablement, en tout cas s'étendre. Effectivement, le professeur Benetti a raison, il faudrait changer le titre même du projet de loi. Et puis, deuxième chose qui m'a frappé, c'est d'abord la portée. On dit c'est le cumul des mandats. Mais là, il me semble qu'il y a un glissement ou un saut très important qu'il faut noter. C'est on passe d'une logique de limitation à une logique d'interdiction, de prohibition. Le terme même du projet de loi, c'est interdisant. Et donc là, il y a à mon avis un saut qualitatif qui n'a pas du tout, à mon avis, été suffisamment mis en valeur par les commentateurs. On passe d'une limitation, ce qui est effectivement une limitation à une sorte de liberté, à une interdiction. Et là, il y a à mon avis un changement capital qui mérite de noter. Et troisième chose que j'ai appris en lisant ces débats parlementaires, c'est que beaucoup de députés, y compris des députés socialistes, ont énormément de réserves à l'égard de la réforme. Je vais citer juste un exemple, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est le député que je ne connaissais pas, mais qui a fait une très bonne intervention, M. David Habib. C'est à la séance, si ça vous intéresse, du 4 juillet 2013. Voici ce que dit M. Habib. La fin du cumul, si elle n'est pas accompagnée d'un vaste mouvement décentralisateur, renforcera Paris et l'échelon central par rapport à la province. Je vous ai entendu évoquer hier, Monsieur le Ministre, avec beaucoup de fougue et de talent, ces communes administrées par des maires de qualité, qui ne sont pas parlementaires. Vous avez cité Montpellier, Toulouse, Lille. Or, vous le savez, le problème ne concerne pas ces communes, mais les agglomérations et les villes moyennes, qui ont besoin d'un relais avec l'échelon central. Je crains, je le répète ici, je cite toujours le député Habib, que la fin du cumul soit pour celle-ci un élément déstabilisateur. Fin de citation. J'ai pris cette citation parmi d'autres, mais on pourrait multiplier les citations de députés qui ont des réserves très importantes. Et évidemment, ils ont des réserves, mais ils vont voter. Ils ont voté en faveur du projet de loi, parce qu'évidemment, majorité oblige, eh bien, ils doivent obéir. Et c'est la fameuse caporalisation dont a parlé Pierre Avril. Et j'en arrive à la dernière remarque concernant ces débats et le rapport de M. Borgel. Il me semble que tout à l'heure, le professeur Rousseau a très justement parlé de la question de la conception qu'on se fait du mandat politique. Et là, il me semble que c'est le deuxième grand enjeu de cette réforme. C'est qu'est-ce qu'on veut comme élu dans notre République? Eh bien, la réponse, en tout cas telle qu'elle se dessine dans le rapport Borgel, eh bien, elle est donnée par le rapporteur lorsqu'il évoque la question du remplacement des parlementaires, qui va être un remplacement, cette fois-ci, automatique, si on peut dire. Voici ce qu'il dit. Au total, cette réforme du régime du remplacement des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire renforce notablement l'importance du suppléant et corrélativement atténue la dimension personnelle de l'élection. Une telle évolution prend acte de ce que lorsqu'ils se rendent aux urnes, les électeurs choisissent non seulement une personnalité chargée de les représenter au Parlement, mais aussi une majorité politique ayant vocation à gouverner pendant tout un mandat. Fin de citation. Ça, c'est dans le rapport Borgel, page 31. Ce qui veut bien dire, à propos de cette affaire qui paraît secondaire, du remplacement, on peut dire ce qui est important, c'est la question de l'interdiction du cumul, mais évidemment, il y a le corollaire, comment remplacer ceux qui deviennent incompatibles. On voit très bien ici que le rapporteur dit, en quelque sorte, la vérité de cette réforme, c'est-à-dire qu'il faut renforcer l'allégeance partisane. Et là, il y a évidemment un débat sur la démocratie.
comment est-ce qu'on conçoit le mandat politique, comment on conçoit ce mandat. Et là, évidemment, c'est une opinion, je n'ai pas du tout de droit. Mon opinion, alors, comme dit Dominique Rousseau, c'est de la politique sociale. Mon opinion, c'est que le point fondamental dans une démocratie, c'est que l'électeur soit capable de contrôler celui qui l'élit, qu'il le connaisse. Tout simplement parce que s'il connaît son élu, eh bien, il a des chances de pouvoir évaluer sa politique, de pouvoir le contester éventuellement, de pouvoir remettre en cause son mandat. Et on a vu cet argument a été constamment utilisé par les opposants à cette réforme, c'était de droite, mais je pense que certains de gauche le partagent, c'est-à-dire qu'il y a une logique très forte qui consiste à dire soit on fait confiance aux électeurs qui élisent leurs élus et leurs députés, soit on fait confiance au parti qui va s'arranger pour promouvoir des carrières uniquement politiques dès l'âge de 20 ans. Comme je suis universitaire et que je souffre terriblement de la politique menée à l'université en raison du poids déterminant de l'UNEF, vous me permettrez de faire allusion à certains députés ou sénateurs qui n'ont connu que la vie politique, qui ont été militants à 18 ans et qui finissent députés ou sénateurs à 60 ans, sans avoir jamais rien connu de la société civile. Eh bien, c'est ça, à mon avis, c'est ça le débat fondamental que pose cette réforme, et c'est pour ça qu'elle est capitale. Elle est effectivement, d'une certaine manière, d'une nature constitutionnelle. Et je finirai par un dernier élément, puisque je suis au Sénat. Tout ce que j'ai dit à propos de cette réforme, qui à mon avis milite contre cette réforme, vaut a fortiori pour le Sénat. Et je ne vais pas être très long, puisque Dominique Rousseau vient de faire la démonstration, dans ses derniers propos, sur le fait qu'on ne doit pas identifier le Sénat. Effectivement, juridiquement, il y a une sorte de bizarrerie, qui m'a d'ailleurs aussi étonné, parce que j'y avais jamais réfléchi, mais là j'ai réfléchi, c'est qu'il n'y a pas de différence de statut juridique entre l'incompatibilité du député et l'incompatibilité du sénateur. C'est tout simplement un hasard historique. L'ordonnance de 58 est très mal rédigée, puisqu'elle dit les incompatibilités sont applicables aux sénateurs. Si vous comparez par rapport à d'autres lois antérieures, eh bien la formule n'existe pas. Simplement, c'est le hasard qui fait que pour l'instant, on n'a pas différencié les incompatibilités entre députés et sénateurs. Or, de même qu'on différencie les inéligibilités, je vois aucune raison qui empêche qu'on puisse différencier à la marge, mais à la marge, le fait que les incompatibilités ne soient pas les mêmes. Et il est évident, et là je reprends l'argumentation qu'a tout à l'heure développée Dominique Rousseau, il est évident que les incompatibilités ne doivent pas être les mêmes, que l'interdiction du cumul des mandats ne doit pas frapper les sénateurs de la même manière qu'ils frappent les députés, parce qu'effectivement, ils sont les représentants des collectivités territoriales. Il y a une logique institutionnelle. Je finirai par une citation de mémoire, parce que je ne l'ai pas avec moi, mais dans les débats en 85, qui sont très riches, il y a un sénateur socialiste, je crois Jacques Carrat, qui a fait une intervention tout à fait remarquable et qui dit c'est la nature de l'institution qui interdit le fait qu'on impose la prohibition du cumul des mandats aux sénateurs. Merci de votre attention. Monsieur le professeur Olivier Beau. Bien, mes chers collègues, donc je vais maintenant donner la parole à notre rapporteur Simon Sutour. Sont également inscrits Gaëtan Gors, Virginie Claes, Christian Cointa, Alain Richard, Tani Mohamed Swalihi, Philippe Bas, Claude Jeannereau. Bon, Pierre, tu n'as pas de regret, non? Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inscrits. C'est pas mal. Alors, d'abord, le rapporteur, Monsieur Simon Sutour. Oui, merci Monsieur le Président. En écoutant Madame et Messieurs les professeurs, je me disais que c'était une bonne idée que nous avions eue d'organiser cette table ronde des universitaires qui nous avait été suggérée par un certain nombre de nos collègues. J'ai été rassuré par les propos du professeur Avril, je veux dire par une partie de ses propos, puisque sur la philosophie générale, je ne le partage pas, mais bon, je suis le rapporteur désigné par la commission des lois, mais je suis aussi un sénateur, élu et réélu dans son département, et en écoutant un certain nombre d'expressions, on finit par un peu s'inquiéter. Si l'on n'exerce pas de mandat exécutif local, peut-on être un bon sénateur? Alors le ministre de l'Intérieur a fait des statistiques et il nous a indiqué que quand même nous étions déjà 40% des membres du Sénat à ne pas exercer de fonction exécutive locale. Et en ce qui me concerne, je n'exerce aucun autre mandat que le mandat de sénateur depuis mon élection. J'aurais pu
en exercer, mais j'ai fait ce choix. Mais j'ai été rassuré par le professeur Avril qui a dit, à partir du moment où on est élu par les élus, on devient un peu l'un d'entre eux. Monsieur le professeur, c'est ce que vous avez indiqué. Et alors, je voudrais rajouter que, réélu en 2008, face aux 2 présidents de communautés d'agglomération, maires des 2 plus grandes villes de mon département, avec plus de voix, on se sent encore plus fort, mais c'est une appréciation uniquement personnelle. Alors moi, c'est une réalité. C'est une réalité, mais qui ne vaut que pour mon département, et voilà. Mais bon, je voulais quand même l'indiquer, parce qu'à un moment donné, on finit par trouver que les... Alors, moi, j'aurais plusieurs questions à nos professeurs. La première, moi, je suis issu de la fonction publique territoriale. La première, c'est, est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on parle comme si les choses étaient figées, comme si les mandats avaient toujours représenté la même charge. Or, ayant exercé dans la fonction publique territoriale, j'ai constaté que les mandats de maire, les mandats de président de conseil général, ne sont pas aujourd'hui dans le temps qu'ils nécessitent ce que cela a été il y a 40 ans, par exemple. Donc, est-ce que cette évolution dans la charge de travail des élus locaux ne doit pas nous amener à avoir aussi une évolution au niveau du non-cumul des mandats? Ensuite, bon, cela a été abordé par certains d'entre vous. J'aurais aimé que l'on revienne sur la comparaison avec d'autres États de l'Union européenne. Bon, j'y ai un peu travaillé, je l'évoquerai dans mon rapport, mais la France a-t-elle un corps de règles relatif aux incompatibilités plus ou moins strict que la moyenne, et existe-t-il un retard français en la matière? Je reviendrai aussi, ça a été abordé avec le ministre de l'Intérieur, qui nous a déclaré qu'il n'était pas hostile, mais que ce n'était pas l'objet pour l'instant. Est-ce que la prochaine étape de la réforme du cumul des mandats ne doit pas être celle entre mandats locaux et autres fonctions locales? Et enfin, si ces projets de loi, projets de loi organiques et projets de loi ordinaires, sont adoptés par le Parlement, quelles évolutions institutionnelles, selon vous, sur le rôle du Parlement et le statut des élus peut-on en attendre? Voilà les questions du rapporteur ou tout simplement du sénateur, Merci. membre de la commission des lois que je suis. Je voulais demander si vous souhaitiez déjà présenter des réponses aux questions du sénateur. Peut-être Madame le professeur. Merci, Monsieur le Président. Le droit comparé est très souvent mobilisé dans le cadre de ce débat sur la réforme du cumul des mandats. Il apparaît que la France fait figure d'exception, mais moins finalement quant aux règles dont elle s'est dotée qu'au regard des pratiques qui sont suivies. C'est-à-dire que l'on observe que dans les démocraties comparables à la nôtre, et notamment en Europe, si le cumul des mandats est pratiqué, en tous les cas, la proportion de parlementaires qui cumulent est extrêmement faible au regard des proportions que l'on connaît en France. Autrement dit, la limitation ou l'interdiction du cumul résulte à la fois des textes, mais finalement plus encore de la pratique qui est suivie. S'agissant de la question du cumul des mandats locaux, je crois que la législation en l'état est satisfaisante. En tous les cas, à titre personnel, je ne serais pas favorable à ce que cette législation soit encore renforcée. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure le professeur Olivier Beau. Pour le coup, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une logique de limitation. Je ne crois pas qu'il faudrait que nous versions dans une logique d'interdiction ou de prohibition de tout cumul au niveau local. Quant aux évolutions institutionnelles, j'attends beaucoup de cette réforme du cumul des mandats. J'attends beaucoup de cette réforme du cumul des mandats quant à l'utilisation qui pourra être faite des prérogatives des parlementaires.
J'évoquais tout à l'heure Guy Carcassonne, il avait cette formule très célèbre selon laquelle le Parlement ne manque pas de pouvoir mais de parlementaires pour les exercer. Et je suis absolument convaincue qu'à droit constitutionnel constant, dès lors que les parlementaires seront davantage présents au sein de leurs assemblées respectives, qu'ils pourront évidemment mieux se saisir des prérogatives qui sont les leurs, et j'attends de cela précisément que les parlementaires puissent se dresser face au gouvernement. C'est-à-dire que je suis absolument convaincue que la moindre présence des parlementaires dans leurs assemblées, du fait de cette pratique du cumul des mandats, eh bien, rend la tâche facile au gouvernement. La tâche facile au gouvernement, car en définitive, ce sont les responsables des groupes qui décident en lieu et place de tous les parlementaires. Et je crois que c'est, en tous les cas, l'argument principal qui devrait plaider en faveur de cette réforme, et vous voyez ici que nos divergences sont profondes, c'est-à-dire que nous faisons chacun le constat de cette concentration des pouvoirs, nous faisons chacun le constat de cette caporalisation dont souffre le Parlement. Eh bien, de mon point de vue, la limitation du cumul des mandats pourrait être un élément, non pas la réponse en tant que telle, mais un élément de la réponse à apporter pour rééquilibrer les pouvoirs. Merci, Madame le professeur. Peut-être la vérité que je n'ai pas dite, c'est que vous êtes obligé de nous quitter. Donc j'ai trouvé une manière de vous donner encore la parole. Vous connaissez le souci de l'équilibre auquel nous sommes tous attachés et la répulsion que nous avons d'ailleurs pour la caporalisation, en particulier au Sénat, je me permets de le dire au passage. Alors, Gaëtan Gors. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai été très sensible à ce qu'a dit le professeur Rousseau, que je remercie d'ailleurs de ne pas avoir poussé l'indécent jusqu'à citer complètement le président Chirac par rapport à ce qu'il a évoqué sur le fait qu'on pouvait faire bouger les institutions par un seul changement beaucoup plus largement qu'on ne pouvait le penser. Je pense effectivement que, comme on l'a fait en votant le quinquennat, sans travailler du tout à l'accompagnement juridique et politique du dispositif, la réforme du cumul des mandats appelle d'autres réflexions et d'autres changements qui malheureusement ne sont pas dans le débat. On attend du cumul des mandats, on a dit tout à l'heure, le Premier ministre de l'Intérieur l'a dit, d'être un élément de modernisation de la vie politique. On peut le considérer comme tel, dans la mesure où, pour toute une série de raisons sur lesquelles je n'en viendrai pas, on peut considérer qu'il est mieux que les élus se spécialisent au plan local, au plan national. Mais cette modernisation, elle ne se fera pas simplement par la réforme du cumul. On dit par exemple, ça va permettre, et vous venez de l'évoquer à nouveau, de rééquilibrer les pouvoirs entre les parlementaires et le gouvernement. Je pense que, autant je ne suis pas d'accord avec l'idée que le cumul des mandats est un élément qui permet de résister, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le cumul des mandats est pratiqué et que le Parlement ne résiste pas plus que cela, comparativement à d'autres pays dans lesquels le cumul des mandats n'existe pas et où le Parlement est beaucoup plus vivant. Mais en revanche, si le cumul des mandats ne permet pas de résister, le fait de l'abroger ne renforcera pas non plus la situation des parlementaires si on ne leur accorde pas les moyens matériels, humains et juridiques pour exercer complètement ses prérogatives, notamment dans le domaine du contrôle. Il est frappant de voir, par exemple, que, alors que la Constitution reconnaît aujourd'hui à notre Parlement des pouvoirs de contrôle, l'évaluation fait partie de l'énonciation de ses compétences, on a mis en place un temps de contrôle, une semaine, la difficulté que peuvent avoir les parlementaires et le Parlement de manière plus générale à s'en saisir, on sait que c'est la semaine la plus pauvre du mois que celle qui est normalement consacrée au contrôle. Vous savez bien, ça va évoluer par la pratique. Je pense qu'il faudra aller au-delà. Quand on est dépendant pour l'expertise, quand on est rapporteur, par exemple, sur un texte économique ou un texte social, entièrement des données qui vous sont données par le gouvernement, on n'est pas dans une situation où on peut jouer effectivement un rôle de confrontation. Quand vous n'avez, pour préparer une intervention, face à l'armada des fonctionnaires de Bercy ou du ministère de l'Intérieur ou de la Justice, que votre collaborateur et votre bonne volonté avec votre code du travail ou votre code des impôts, vous n'êtes pas en situation de pouvoir entrer dans un débat avec le gouvernement qui permet, face à des arguments d'autorité, de faire progresser le poids du Parlement. Il faut donc impérativement, je le dis à notre rapporteur, je le dis à notre président, accompagner cette réforme de propositions allant dans le sens d'un renforcement des prérogatives et des moyens
concret du Parlement. Je serais évidemment intéressé de connaître votre sentiment là-dessus. Vous dites que en citant M. Carcassonne, qu'il a dit à plusieurs reprises que les pouvoirs existent, personnellement, je pense qu'ils sont encore trop limités. Je prends un seul exemple, je l'évoquais tout à l'heure, que les rapporteurs pour avis n'aient pas les mêmes pouvoirs que les rapporteurs budgétaires des commissions des finances, freine le travail, parce que le rapporteur budgétaire de la commission ne peut pas seul faire ce travail, pour autant d'ailleurs qu'il en ait la volonté, le temps et les compétences. Donc il faudrait vraiment transformer un petit peu ces éléments pour nous permettre de nous concentrer sur ces missions. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième élément, la modernisation va permettre de renouveler le personnel politique. Très sincèrement, moi je suis là encore favorable à cette loi de non-cumul, mais si on a la naïveté de penser qu'en mettant en place le non-cumul, on va favoriser le renouvellement, on se trompe radicalement. On va au contraire permettre d'entrer au Parlement des gens qui, effectivement, comme le disait le professeur Beau, n'ont pas d'autre expérience que leur pratique des appareils syndicaux, de jeunesse ou des partis politiques. Et ce ne sera pas un progrès pour les politiques. Donc il faut placer les partis politiques devant leur responsabilité de diversification des recrutements. Ce qui se faisait assez spontanément auparavant, quand les partis avaient une assise dans l'opinion, une assise dans le pays pour les partis les plus conservateurs, ou une assise dans le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, pour les partis de gauche. Aujourd'hui, ces assises sont totalement érodées. Donc la question qui est posée est de savoir comment on invite, et là c'est pas du domaine de la loi, c'est un débat politique au sens et sociologique, au sens noble du terme, comment on invite les partis politiques qui ne veulent pas le faire à entamer ce processus de renouvellement qui sera celui qui permettra un renouvellement social. Et puis enfin la question du Sénat. Je ne crois pas non plus que le cumul va changer ou va moderniser en quoi que le non-cumul, en quoi que ce soit le Sénat. Est-ce qu'il faut garder le principe d'une spécialité comme vous l'avez fait? Je ne crois pas, parce que ça veut dire alors, contrairement à la tradition constitutionnelle française, le Sénat a été créé, on le sait bien, pour amener un peu de sagesse dans les cerveaux un peu agités de ceux qui étaient élus au suffrage universel direct. C'était au fond un esprit très conservateur qui justifiait le Sénat. Mais le Sénat, depuis, a regagné ses galons face au gaullisme et dans d'autres débats, notamment sur les libertés. Le Sénat a vocation à rester une assemblée généraliste. Si on veut qu'il reste une assemblée généraliste, en revanche, sa modernisation ne sera pas le non-cumul, mais par une réforme, notamment de son mode de scrutin, qui pose un vrai problème, puisque la rédaction que vous avez rappelée de notre Constitution indique bien que le corps électoral doit être majoritairement constitué d'élus locaux, ce qui freine évidemment ce renouvellement possible, mais qui serait nécessaire si on veut affirmer évidemment le rôle du Sénat. Donc, sur ces 3 points de modernisation, je ne crois pas que le non-cumul sera l'élément qui permettra de changer. Et ce que je regrette très sincèrement, c'est qu'une fois de plus, et je voterai ce texte, mais qu'une fois de plus, on s'engage dans un processus sans en mesurer tous les effets, toutes les conséquences et nécessités. Et c'est vrai que si ça ne s'accompagne pas d'un renforcement des pouvoirs du Parlement, d'une réforme en profondeur des partis, d'une volonté de faire évoluer le Sénat, et il faudra évidemment aller aussi dans le sens d'une plus grande décentralisation, on risque effectivement d'aboutir à ce que vous évoquez, c'est-à-dire à un poids encore plus grand, non pas des partis, après tout les partis, moi j'aime bien les partis, mais les appareils des partis et de l'exécutif, qui va encore s'accroître sur un Parlement qui, comparativement à ce qu'on peut voir ailleurs à l'étranger, ne peut pas jouer aujourd'hui pleinement son rôle. Merci Gaëtan Gors. Virginie Claes. Oui, ma question s'adresse plus particulièrement à Madame Benetti, puisque vous nous avez expliqué que l'objectif qui animait tous les membres de la commission Jospin était essentiellement de renforcer le lien unissant le citoyen à ses représentants, et ça aboutit pour vous à la nécessité d'interdire totalement tout cumul. Donc je voudrais comprendre comment et pourquoi cette interdiction renforcerait-elle le lien entre le citoyen et ses représentants. Est-ce que le renforcement de ce lien est pour vous un gage d'amélioration de l'efficacité parlementaire et de la qualité du travail législatif, et si oui, comment et pourquoi? Ou alors est-ce que c'est pas plutôt, comme vous l'avez argumenté après, des raisonnements autour de la présence des parlementaires dans leur chambre parlementaire? Et dans ce cas-là, si c'est vraiment le non-cumul qui doit améliorer la présence et l'efficacité, je voudrais savoir quelle idée ou quelle connaissance réelle et concrète vous avez des missions, des journées, des rôles, des responsabilités qu'un conseiller municipal d'une commune rurale de 3500 habitants, par exemple, exerce par rapport à un conseiller municipal d'une ville qui sera plus rurale, 200 000 habitants, ou encore par rapport à un conseiller général ou régional. Autrement dit, pour vous, tous ces mandats, dans l'objectif affiché, sont-ils réellement équivalents dans les interdictions de cumul quant au renforcement du lien entre le citoyen et ses représentants et l'efficacité du travail parlementaire? Merci Virginie Claes. Christian Cointat. Oui, ma première question, c'est exactement celle que vient de déposer Virginie Claes, donc je ne la poserai pas, mais j'en ai d'autres. En effet, moi, si on fait une réforme, selon moi, c'est pour que ce soit efficace. Et par exemple, il faut aussi une cohérence. Je vous donne un exemple.
je m'adresse là à Madame Julie Benedetti. Vous êtes farouchement contre le cumul des mandats, si j'ai bien compris. Et vous dites il faut supprimer ça parce que les parlementaires doivent se concentrer exclusivement à leur mandat de parlementaire. Mais vous ne dites rien sur les professions qu'exercent un certain nombre de parlementaires. Moi, je suis beaucoup plus choqué de voir un parlementaire qui reste avocat, qui fait énormément de travail comme avocat, qui a une clientèle importante comme avocat, qui prend beaucoup plus de temps, plutôt qu'un maire qui s'occupera des mêmes problèmes que les autres parlementaires au Sénat. C'est-à-dire qu'il y aura une complémentarité et une amélioration des possibilités d'action par le cumul des mandats. Donc là, je pose cette question, est-ce que vous trouvez normal qu'on ne traite qu'une partie du problème? Il faut la disponibilité, je veux bien, mais une disponibilité qui ne soit pas remplacée par ailleurs par des contraintes. Également, vous nous dites, par exemple, pour le Sénat, on n'est pas obligé d'être un élu local pour se présenter. Oui, enfin c'est très difficile quand même d'être élu si on n'a pas des attaches avec le milieu local. Moi, vous voyez, je suis un cas un peu particulier. Je représente les Français établis hors de France. Donc il ne peut pas y avoir pour moi de cumul. Ah, attendez, j'aurais dû éteindre mon téléphone, pardonnez-moi. Je l'éteins, je ne sais pas comment il marche. Bon, alors je le mets comme ça, ce qui est tout nouveau. Donc je n'ai pas de possibilité de cumul avec un exécutif local, il n'y en a pas. Mais nous siégeons dans l'Assemblée des Français de l'étranger comme membres de droit. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, dans le cadre de la loi actuelle, parce qu'elle a été changée, mais ça c'est le paire de manches, personne n'a été élu sénateur s'il n'avait pas une expérience locale, d'élu local, de responsable local. Justement parce que c'est par ce biais que l'on arrive à mieux remplir son mandat de parlementaire et de législateur dans le domaine où on est. Alors vous avez dit également que si ce n'est pas un élu local, il y a quand même quelque chose qui reste. Quand nous avons changé la limite d'âge pour devenir sénateur, pour se présenter, c'était 30 ans, 35 ans, puis 30 ans, et on l'a abaissé à 24. Ben, je peux dire que l'argument qui a été retenu par la commission des lois de l'époque et présenté en séance était simple, c'était de dire c'est 18 ans pour l'Assemblée nationale, mais il faut que un jeune qui veut se présenter ait au moins la possibilité d'avoir une expérience d'élu local et qui fasse 6 ans comme élu local, donc 24 ans. Donc il y a déjà à ce niveau-là un lien. On reconnaissait la nécessité d'avoir une expérience au niveau local pour se présenter. Et puis je voudrais quand même vous dire, si on veut avoir des parlementaires dignes de ce nom, qui ont le courage de s'exprimer, il faut qu'ils puissent être élus par eux-mêmes. Ça c'est déjà la première chose. Or, qu'est-ce qui va se passer si un maire, un conseiller général, un président du conseil général, un président du conseil régional ne peut pas se présenter? Ils vont tenir l'élection, surtout le maire d'une grande ville. Dans une grande ville, c'est le maire qui va faire l'élection et il va mettre un faire-valoir. Je suis désolé, mais il y a ce risque considérable qui risque de se produire pour le Sénat, où vous allez avoir des élections qui ne se dérouleront pas du tout comme on peut le penser. Parce que les ficelles seront tirées par d'autres. Mais en revanche, c'est vrai, si on se trouve au niveau du Sénat ou de l'Assemblée nationale avec ou des apparatchiks de partis ou des faire-valoir de grands barons, pour utiliser la formule qui a été utilisée tout à l'heure, je crois que c'était le professeur Rousseau, non, c'était le professeur Beau, à ce moment-là, on n'a pas le résultat escompté. Car, voyez, madame le professeur, je suis tout à fait d'accord avec les arguments que vous avez utilisés, tous, mais il me faut arriver, moi, à la conclusion inverse. Non pas par la théorie, mais par l'expérience pratique que je peux avoir du Parlement. Donc, il faut être très prudent sur les conséquences non calculées ou non imaginées. On dit revaloriser le pouvoir du Parlement. Je ne dirais pas cela, je dis ça à mon collègue Gors. C'est revaloriser le pouvoir du parlementaire. Car le Parlement a des pouvoirs par la Constitution. C'est le parlementaire qui n'a pas. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, comment pouvoir lutter contre les grands spécialistes des ministères des Finances? Avec notre pauvre assistant, on essaie de faire ce qu'on peut, mais on n'a pas la même connaissance des choses. Donc il faut revaloriser les pouvoirs du parlementaire. Sinon, on n'arrivera pas à véritablement progresser. Donc moi, ce que je reproche à cette réforme, que je ne voterai pas,
c'est pas d'être présenté. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose d'ouvrir le dialogue, d'offrir une possibilité de réfléchir et d'améliorer les choses. Et je crois qu'elle va dans le bon sens sur le plan de l'idée. Mais il faut réfléchir, aller plus loin, il ne faut pas se précipiter, il faut mesurer le pour et le contre pour qu'on n'ait pas quelque chose de totalement déséquilibré. Et d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, les membres du Parlement doivent pouvoir se dresser contre le gouvernement. C'est quand même amusant de penser que cette loi, si elle est votée, c'est parce que justement un grand nombre de parlementaires n'osent pas se dresser contre le gouvernement. C'est exactement l'inverse. Parce que beaucoup sont contre, mais il y a tellement de pression qu'ils n'ont pas le courage d'y faire face. Alors, je vais en rester juste là, simplement pour vous dire que moi, je crois que franchement, l'essentiel, c'est d'améliorer les choses, et pour l'instant, ce n'est pas la voie que nous avons choisie. Bien, merci Christian Cointat. Vous savez, beaucoup votent aussi comme ils l'entendent. Hein, ouais, avec courage. Bon, avec courage, ils votent comme ils le veulent. Alors, monsieur Alain Richard. Oui, nous sommes là pour échanger des réflexions et essayer d'apporter des sujets d'interrogation supplémentaires. Et donc, merci beaucoup aux intervenants. Je voudrais en ajouter quelques-unes qui m'ont semblé ne pas être tout à fait présentes dans l'échange. D'abord, sur cette question de la différenciation entre l'Assemblée et le Sénat. Il y a une histoire. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, quel motif y a-t-il pour le bicamérisme? Pas du tout une spécificité de représentation. Simplement la nécessité de la double délibération. De la navette. Si on a la préoccupation de la qualité et de la pertinence du texte législatif, de la fabrication de loi, il est manifeste que le bicamérisme, quelle que soit l'origine élective des deux assemblées, dès l'instant où elles sont différentes, les durées de mandat sont différentes, etc., a un apport de valeur constitutionnelle en soi, et il me paraît vain de chercher d'autres motivations. Ajoutons à ça que si on basculait, c'était un désaccord que j'avais avec mon ami Guy, si on basculait dans une formule qui englobe, puisque le Sénat assure la représentation, ça n'est pas sa seule mission, il représente le peuple français. Et donc, si on cantonne le Sénat à une représentation formelle des collectivités territoriales, ce qui est au bout du toboggan, nous le savons tous, c'est le Bundesrat. Et d'ailleurs, la formule du professeur Rousseau inclut cette formule-là. Je ne comprends d'ailleurs pas très bien comment elle marche quand on perd une élection départementale. Est-ce qu'on perd son mandat sénatorial? Au Bundesrat, c'est comme ça. Moi, je me suis trouvé le jour de l'anniversaire assiégé, protocolairement, à côté d'une collègue membre du Bundesrat qui avait été battue le dimanche précédent dans les élections de son land, donc elle allait quitter le Bundesrat simplement parce qu'elle avait perdu son mandat local. Mais dans ce cas-là, il faut savoir qu'il en découle naturellement une limitation étroite des pouvoirs du Sénat qui n'aurait à se prononcer que lorsque un projet de loi serait pertinent par rapport aux responsabilités des collectivités territoriales. Ça n'est pas du tout ce que nous souhaitons et je crois que c'est pas utile. Il y a une autre observation, deux autres observations qui m'ont semblé manquer. Il y a une raison fonctionnelle essentielle pour le cumul, c'est l'expertise locale. Vous pouvez prendre n'importe quel des débats qui se déroulent ici. 80% de l'argumentation pratique tirée du réel est obtenue par nos collègues à partir de leurs pratiques locales. J'ai un souvenir frappant, il y a quelques mois d'ici, dans un débat que nous avons d'ailleurs mal conclu, sur les conditions d'accès aux emplois d'avenir. Il y a eu un débat ici, au groupe auquel j'appartiens le matin, et le même débat s'est reproduit l'après-midi au bureau national de notre parti. Tous les intervenants, sans aucune exception, ont tiré leurs arguments de leurs pratiques locales à partir de leurs responsabilités exécutives. Je pense qu'ils n'auraient pas pu s'exprimer de façon pertinente sur ces sujets s'ils avaient été de simples parlementaires à mandat local, mais sans accès à l'exercice réel de responsabilité, à l'exercice de choix dans des contraintes. Ajoutons, et je suis évidemment intéressé par les observations de Mme Benetti qu'on a entendues de nombreuses fois de la part d'autres gens éminents, il faut faire de la science politique. Il faut analyser s'il y a la moindre chance, dans la vie réelle de la société politique française, pour qu'une minute de plus soit passée par le parlementaire au Parlement dès l'instant où ils auront perdu les mandats locaux.
Le premier objectif d'un être politique dans l'ambiance concurrentielle qu'a très bien décrit le professeur Rousseau, c'est d'être identifié. Et tant que nos élections se feront sur une base locale, ça a évidemment plein d'inconvénients, mais ça a beaucoup moins d'inconvénients que toutes les autres formules. Le premier objectif, c'est l'identification locale. Moi, je suis prêt à prendre le pari, et d'ailleurs on pourra le vérifier puisque ce texte va être voté, que la répartition du temps dans la semaine des parlementaires, députés comme sénateurs, restera rigoureusement ce qu'elle est. Et que les gens qui n'ont plus de mandat local exécutif, qui se traduit par un bénéfice, c'est vrai, en termes d'identification locale et de reconnaissance, devront consacrer au moins autant d'énergie et de temps à se manifester en tant que mouche du coche, passez-moi l'expression, dans l'exercice des mandats locaux des autres, de manière à garder leur identification locale. Donc, ça, c'est un sujet de sciences politiques qui permettra à un certain nombre de chercheurs de faire la vérification de ce qui sera dit pendant ce débat. Mais je veux dire, la connaissance de la vie politique française, all politics is local, ceci est vrai aussi en français, toute politique est locale, entraînera en réalité une intensification du travail, je dirais, propagandiste local des députés comme des sénateurs, simplement pour assurer leur survie politique. Donc il me semble que de ne pas voir cet élément-là dans la répartition du temps parlementaire et dans l'accès du Parlement à plus de responsabilités, c'est, me semble-t-il, une vision tronquée. Identiquement, l'affaire des successions a été très bien développée par Gaëtan, donc je ne vais pas plus loin. L'idée d'affirmer que ceci va provoquer un appel d'air, d'abord quand on regarde statistiquement ce qu'il en est, je ne pense pas que ça va changer la sociologie des élus nationaux ou des élus des grandes collectivités, mais en plus, dans toutes nos formations politiques, les conditions dans lesquelles vont se dérouler les successions préparent en réalité le remplacement des cumulards qui auront à opter par des gens qui sont simplement leurs collaborateurs ou leurs camarades d'organisation partisane. Donc, je crois vraiment que là aussi, il vaut mieux se donner quelques outils d'évaluation pour pouvoir comparer entre ce qu'on aura dit avant et ce qui sera passé après. Enfin, dernière chose, à propos de la disponibilité, combien, dans les personnes qui ne sont pas à l'âge de la retraite, combien dans les élus locaux titulaires d'un exécutif d'une certaine importance sont des professionnels, sont des boss politiques au sens américain? Quasiment tous ont une activité professionnelle. Et pour ceux qui, en n'étant pas dans les conditions les plus difficiles quand on est membre du Conseil d'État, ont eu à comparer la situation de cumul entre un mandat local et le Parlement, et de cumul entre un mandat local et une activité professionnelle, je peux vous dire que celui qui est le plus privatif de disponibilité n'est pas forcément le mandat parlementaire. Donc il me semble qu'il y a tout de même un certain nombre d'angles de vision qui n'ont pas été complètement introduits dans ce débat et qui vont se révéler une fois qu'on aura appliqué ce texte. Je remercie le professeur Olivier Beau qui a dû partir précipitamment, donc il verra dans le compte-rendu que nous le remercions très sincèrement d'être venu. Alors, Thani Mohamed Swali. Merci, Monsieur le Président. Merci également à Madame, à Messieurs les professeurs pour vos exposés. Je souhaite intervenir dans la continuité des propos du professeur Avril, qui a dit que, n'a pas été le seul à le dire, que compte tenu du mode d'élection des sénateurs, il mérite quelque part un traitement différent des députés par rapport à la question du cumul des mandats. Vous avez même évoqué le fait que les sénateurs se retrouvent être parmi leurs homologues élus des collectivités locales. Cependant, il existe également, comme cela a été souligné plusieurs fois, des sénateurs qui n'ont aucun mandat local, 45% si ma mémoire est bonne. Pour autant, sur le terrain, députés et sénateurs, surtout les sénateurs qui n'ont aucun mandat local, sont placés sur un même pied d'égalité vis-à-vis des collectivités locales par rapport aux députés. Je m'explique. Il n'y a par exemple pas d'instance ou d'institution locale qui regroupe obligatoirement les sénateurs et les élus locaux, puisqu'ils font partie de la même famille. Il n'y en a
aucune. Il n'y a pas d'instance locale qui permet de les réunir obligatoirement, tout comme pour les députés. Et d'où ma question, pour aller jusqu'au bout de la logique, est-ce que le statut du sénateur, pour être spécifique, ne supposerait pas qu'il y ait cette sorte d'instance ou d'institution locale qui permet aux sénateurs et aux élus locaux de se retrouver, de se réunir et d'échanger, puisque au départ, c'est sur un motif d'échange entre ces deux sortes d'élus que la question du statut spécifique du sénateur est partie. En d'autres termes, sans ce lieu de rencontre, sans cet espace de rencontre spécifique, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité du sénateur par rapport aux députés? Merci Tani Mohamed Soilihi. Philippe Bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ferai d'abord une remarque de forme. Tout à l'heure, le professeur Rousseau s'est inspiré d'une citation qu'il n'a pas voulu expliciter du président Chirac, et notre collègue Gors s'est inquiété de ce que le contenu de cette situation aurait pu être obscène. Je tiens à le rassurer, je ne connais aucune citation du président Chirac qui tombe sous le coup d'une accusation d'obscénité ou d'indécence. Je tenais à ce que cette mise au point soit inscrite à notre procès verbal. Bien. Je voudrais aussi... Elle est faite. Je voudrais aussi faire une autre observation, cette fois sur une question qui a été abordée par chacun des quatre intervenants. C'est la question de savoir si il serait favorable ou non à l'avenir du Sénat de différencier sur ce point et sur ce point seulement, celui de la possibilité d'exercer une fonction exécutive locale, les règles applicables aux députés et les règles applicables aux sénateurs. Et j'ai bien entendu que des points de vue non seulement différents, mais radicalement inconciliables se sont exprimés. Du coup, je retiens que ce n'est pas un argument peut-être déterminant à ce stade de la discussion. De toute façon, c'est presque une question tactique, et pour ce qui concerne les procédures qui concernent l'avenir du Sénat, chacun se souvient que, notamment avec la révision constitutionnelle de 2008, nous ne pouvons imaginer une modification des pouvoirs du Sénat qu'avec l'accord du Sénat lui-même. Et par conséquent, la question de savoir si notre sort est en jeu à partir de ce pas que nous pourrions envisager de faire vers une différenciation des règles applicables aux députés et aux sénateurs, à mon avis, ne se pose pas. Enfin, il y a un domaine qui a été abordé tout à l'heure par notre collègue Alain Richard et sur lequel je ne crois pas que nos invités se soient exprimés. C'est la question du statut des élus en général. Quand on est élu local aujourd'hui, si on est salarié ou fonctionnaire et qu'on est président de son conseil général ou vice-président, maire d'une commune ayant un certain nombre d'habitants, adjoint au maire de cette commune, le Code du travail, le statut de la fonction publique prévoit qu'on peut dégager de son administration ou de son entreprise 25% de son temps de travail, auquel s'ajoute nécessairement beaucoup de temps personnel, comme d'ailleurs pour tous les élus, y compris les samedis et les dimanches que ça implique, mais c'est le choix de chacun. On considère donc que le mandat local n'est pas à ce point dévorant par rapport à l'activité professionnelle, puisque tant qu'on n'aura pas fait évoluer cette législation, c'est que le législateur français considère qu'on peut à la fois travailler à 75% de son temps dans une administration ou dans une entreprise et exercer une fonction de président de conseil général ou de maire d'une ville importante. Par conséquent, la question que je me pose, c'est peut-on raisonnablement aborder des questions aussi importantes, je dirais par le petit bout de la lorgnette, à savoir en considérant simplement
la question du cumul d'une fonction parlementaire avec une fonction exécutive locale, qui n'est que un cas de figure parmi de nombreux cas de figure. Et si on regarde maintenant le statut, non pas de l'élu local, mais celui du parlementaire, nous avons la mémoire fraîche, puisque nous en avons discuté il y a quelques semaines. Le principe, pour chacun d'entre nous, c'est l'autorisation, la liberté de poursuivre son activité professionnelle. L'exception, c'est l'interdiction pour une liste de métiers qui est définie par la loi organique, je crois, et qui sont des métiers qu'on ne peut pas exercer en étant parlementaire, non pas parce que ça prendrait trop de temps, la question ne s'est pas posée dans ces termes, mais parce que ça mettrait en cause l'indépendance du parlementaire dans ses votes. Alors nous voyons qu'aux deux bouts de la chaîne, nous avons des fonctionnaires, des salariés, tout autre professionnel, tout élu qui ne serait pas un retraité, qui sont censés avoir une activité professionnelle pouvant couvrir 75% du temps de travail de n'importe quel salarié. À l'autre bout de la chaîne, des parlementaires qui ont le droit de poursuivre des activités privées, et on voudrait, par ce texte, interdire à un parlementaire d'avoir une fonction exécutive locale, alors qu'il pourra avoir une fonction lucrative par ailleurs, ce qui peut encourager un certain nombre d'entre nous d'ailleurs à s'orienter, à se réorienter vers ce type de fonction. Alors je voudrais avoir le sentiment de nos universitaires sur cette question. On aborde là un champ de discussion qui me paraît extrêmement large et qui n'est couvert que très partiellement par une question politique qui est à la mode, certes, mais dont la substance me paraît assez négligeable par rapport aux questions que soulève ce texte latéralement. Bien, merci Philippe Bas. Dernier orateur inscrit, Claude Jeannereau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier, et j'y associe le rapporteur, d'avoir permis cette expression pluraliste. Parce que ce débat a montré, on s'en doutait quelque peu, qu'il n'y a pas en la matière, comme dans bien d'autres, de vérité révélée. Mais surtout, je voudrais revenir devant nos intervenants sur ce que j'ai pu tout à l'heure exprimer devant le ministre au moment de son audition. Je me suis permis de convoquer, comme vous l'avez fait abondamment cet après-midi, notre ami Guy Carcassonne, qui, vous l'avez noté à plusieurs reprises, était un farouche défenseur du non-cumul, mais qui en même temps acceptait, vous l'avez bien rappelé aussi, de différencier le statut du sénateur et du député, au sens où le sénateur était l'élu des territoires et des collectivités territoriales. Et j'émettais donc l'hypothèse qu'on puisse accepter que ces deux parlementaires puissent être traités de manière spécifique, précisément en fonction de leur source de légitimité. Dans sa réponse, et je veux m'attacher à parler sous le contrôle et du président, du rapporteur et de mes collègues, et ne pas déformer la réponse du ministre, le ministre a évoqué deux arguments. Le premier, qui est d'ordre constitutionnel. À ses yeux, cette différenciation ne serait pas acceptée par le Conseil constitutionnel au regard même de l'attribution identique, ce qu'a bien exprimé notre collègue Alain Richard tout à l'heure, au regard même des attributions identiques des deux assemblées, des deux chambres, et donc on ne pouvait, dans ces conditions, imaginer des conditions d'exercice pour les parlementaires qui soient différentes. Et un deuxième argument qui a été apporté, c'est que, à supposer même qu'on puisse s'engager dans cette hypothèse, elle conduirait tout droit, de facto, à faire en sorte que progressivement, le Sénat devienne une chambre croupion et limité à des prérogatives qui seraient, par définition, différentes de celles de l'Assemblée nationale, au regard même, encore une fois, c'est l'inverse, mais c'est la même réalité, au regard précisément que les parlementaires n'auraient pas ni les mêmes contraintes, ni les mêmes statuts. Que pensez-vous
de ce type d'argumentation. Merci. Alors, je crois qu'il est temps maintenant de rendre la parole à nos professeurs. Monsieur le professeur Pierre Avril. Moi, vous me prenez un petit peu comme Monsieur le Président, mais je vais d'abord répondre pour ce qui est de la question qui m'a été posée par le sénateur sur la spécificité entre les sénateurs et les parlementaires. C'est une spécificité qui se situe au stade des sources et que la Constitution établit elle-même, puisqu'elle précise, encore une fois dans l'article 24, que le Sénat représente les collectivités territoriales de la République. Mais assure la représentation des collectivités territoriales. Mais ça c'est la spécificité du Sénat. Mais par ailleurs et simultanément, le Sénat est une assemblée parlementaire au même titre que l'Assemblée nationale, sous les seules réserves prévues par la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mettre en cause la responsabilité du gouvernement, et qu'en revanche, il ne peut pas être dissous. Par conséquent, il y a une identité politique sous réserve des différences constitutionnelles en matière de prérogatives, mais pour le reste, il s'agit évidemment de la même nature, qui est de représenter, en effet, le peuple français, mais soit dans un cas par le suffrage universel direct, soit dans l'autre cas par un suffrage universel indirect. Par conséquent, soulever le fantôme d'une sorte de capitis deminutio du Sénat en soulignant sa nature de représentant des collectivités territoriales, c'est un argument qui n'a pas de signification, puisque c'est déjà écrit dans la Constitution qu'il représente les collectivités territoriales. Simplement, c'est de tirer les conséquences d'une mission constitutionnelle. C'est tirer les conséquences pour les sources, la source du Sénat, de ce qu'il est précisément ce représentant, et que par conséquent, on ne peut pas lui imposer le même régime électoral que celui des députés, mais d'ailleurs le régime électoral n'est pas le même. Voilà pour cette table ronde qui rassemblait constitutionnalistes et professeurs de droit sur le non-cumul des mandats, une audition qui se tenait la semaine dernière en salle Clémenceau. Vous pouvez toujours bien sûr voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 avec le début de la bataille sénatoriale sur le non-cumul des mandats. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.